Ok, bonjour. Alors, le son est bon, visiblement. Je vais mettre un petit peu de fond sonore à la limite. Un petit instant, et on va être bon pour démarrer tranquillement. Mhm. Ok. Alors, au programme aujourd'hui. Comme d'habitude, du Code Wars sur codewars.com. On va sauter les quelques premiers là parce que on va y aller tranquillement ce matin, on va éviter de se prendre trop le chou. Ces trois-là, je les ai déjà essayés en fait, et il y a de quoi réfléchir. C'est loin d'être trivial. Du coup, on va attaquer des trucs un peu plus tranquilles. Je pense que ça aussi c'est chiant. On va attaquer par les cycles là, et puis on va descendre doucement sur ceux sur lesquels on tombe. Probablement du 6 et du 5, en fonction de comment on avance. Un petit peu de SQL pour commencer. Donc on veut créer un statement select qui doit gérer le nul avec coalesce et nullif. Null if, pardon. S'il n'y a pas de nom qui est spécifié, on doit le remplacer avec product name not found. Et s'il n'y a pas de card name, on veut le remplacer avec card name not found. S'il n'y a pas de prix, on doit rejeter l'enregistrement et on doit filtrer le dataset par prix plus grand que 50. Donc on veut exactement les mêmes valeurs. Ça c'est pas mal. Alors on veut select tout ça. Je le fais à la mode DBA, hein. Avec la touche Caps Lock enfoncée. Donc l'ID va pas bouger, le name ne va pas bouger. Ce qui va bouger, a priori, c'est si le name. Donc ça sera as name. Je sais plus comment ça marche le coalesce. On va vérifier. Coalesce nul de 1. Donc c'est bien la default value. Et pourquoi 2 et 1? Donc coalesce le nom de la colonne et ce qu'on veut. Pourquoi il y a deux paramètres, plusieurs arguments? Ok. Ah. Ok, donc il part de gauche et il va vers la droite jusqu'à ce qu'il ait un truc qui soit pas nul. Coalesce name et product name not found, là, on va être sûr de ne pas faire de typo. Truc comme ça. Donc ici, ça sera from you sales. Donc on teste des trucs, on sait que c'est pas fini. Donc il nous a pas remplacé le name. J'ai pas l'impression, hein. Ça, c'est les résultats de notre requête. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Bon, on va voir. If no name is specified, you must replace with machin. Ok. On va faire la même chose pour le card name, hein. OLS card name, virgule.
coordinate not found as coordinate. Ok. The first argument that is not null. Donc a priori c'est bon. Hein. C'est bien ce qu'on voulait. Et le if nul. Ok, c'est la même chose hein, en fait. Quoi, allez, c'est if nul. On pourrait faire ça, ça marcherait aussi normalement. If non. Nul if. C'est pas ça. Ça fait longtemps hein, que j'ai pas fait de de SQL plus généralement. Ah ouais, ça retourne nul si deux arguments ont la même valeur. Bon, déjà, on veut un where, je pense. On veut filtrer les prices supérieurs à 50. C'est chiant, on voit pas tout. Ah si, on voit toutes les colonnes. Bon, visiblement, le filtre sur le price est bon. Si c'est nul, vu qu'on voit pas le résultat, ça devrait être bon. Ce qui m'embête par contre, c'est ces nuls-là qui sont pas remplacés. À moins que ce soit du vide. En fait, j'ai nulle part des product name not found. C'est ça qui m'embête. Ah, c'est specified. C'est pas nul en fait. Donc c'est plutôt le null if. Null if vide en fait, c'est ça? Je pense que c'est ça qui nous manque. Je pense que c'est ça qu'on veut. Ok, mais ça a l'air pas mal. Et là, est-ce qu'on les... Oui, card name not found, on l'a là. Donc, pour réexpliquer ce qu'on a fait, on remplace. Si la valeur de la colonne est vide, est une chaîne vide, on le remplace par nul. Et ensuite, si c'est nul, on le remplace par un nom complet. Et après, le reste de la requête est trivial. Ok, c'est pas mal ça. Et de 1. Bon, je pense que les autres auront fait la même chose. Hein. Ah, ouais, il y en a qui s'amusent à vérifier si le prix c'est note nulle. Ah, c'est strictement demi supérieur ou égal. Apparemment, il n'y a pas de test à cette limite-là. Donc, ça ne change rien. Ok, donc on a fait celui-là. Qu'on peut enchaîner avec un ésolang. Ça, c'est sympa, les ésolangs. Ouh, il y a du texte. Le principe des ésolangs, c'est que c'est des langages ésotériques, en général, avec un set de caractères et d'instructions assez, voire très limité. Et du coup, il faut créer un programme qui va interpréter le langage écrit dans ce langage ésotérique curieux. On va regarder vite fait. Donc, ok. Donc les ésotériques programming language, moi j'ai découvert avec des trucs un peu vieux, genre les brainfuck ou ce genre de trucs. Il y en a plein. Hein. D'accord, il y a carrément un site avec un wiki qui liste un peu tous les ésolangues qu'on peut trouver, j'imagine. Hein. Une liste de langages, voilà, pour vous donner une idée du bordel. Ah, il y a des noms de langage assez particuliers quand même. Hein.
Alors, le plus connu étant le brainfuck, qui effectivement retourne un peu le cerveau. Mais il y en a énormément, hein. Baba, il se programme, c'est marrant. Et le Baba Lang, ça doit ressembler forcément au jeu Baba Is You, je sais pas si vous connaissez, mais... Comment, c'est... D'accord, rigolo. Donc voilà, c'est des langages un peu ésotériques, hein, comme leur nom l'indique. Donc on va voir à quoi correspond celui-là. Donc on va sauter un petit peu le chapitre qu'est-ce que c'est qu'un langage ésotérique, parce que c'est pas ça qui va nous intéresser. Nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est la définition de ce langage pour pouvoir l'écrire. Donc là, on va faire du mini-string fuck. Donc c'est une variante du brainfuck qui contient une cellule mémoire. Donc, ça va être une variable dans notre cas. C'est sa seule façon de stocker de la donnée. Alors que le brainfuck a un tableau de 30 000 cellules. Donc la cellule mémoire dans notre interpréteur commence à 0. En gros, on peut dire que, on va l'appeler cell, ou memory cell, bah cell, commence à 0. Jusqu'ici, tout va bien. Ok, il n'y a que 2 commandes. Donc, dans notre code, en fait, on va apparemment traiter les commandes plus et les commandes point. Donc, quand on fait plus, on va juste incrémenter notre cell de 1. Si ça arrive à 256, on retourne à 0. Et le point, ça va nous output la valeur de la memory cell comme un caractère en utilisant le charcode. Ok, donc c'est très facile en fait. Genre si on fait for c of code, donc j'itère sur chacun des caractères. If c égale à plus, on va incrémenter le compteur, la cell. Donc cell égale 7 modulo 256. C'est pour s'assurer qu'on revient à 0 si jamais on arrive à 256. D'ailleurs, c'est faux ce que je fais. On va faire plutôt comme ça, on va pas s'embêter. Donc on incrémente la cell. Même mettre cell plus, ce sera plus joli. Donc on incrémente la cell. Et si on arrive à 256, on la remet à 0. Et if c égale à point, on va output. Donc je pense que l'output, sera un string aussi et qu'on va la construire au fur et à mesure. Donc on va commencer par une chaîne vide. Et on va faire output plus égal à string.fromCharCode, comme ça, de cell. Ok, donc tout ce qu'on a en plus que des plus et des points, on s'en fiche. Ça, j'ai fait 2 if et rien d'autre. Donc on va itérer dessus, ils vont juste rien faire. Ok. Donc on a déjà fait la tâche avant qu'il nous la présente, j'ai l'impression, mais on va voir. Ok. On écrit my first interpreter. Try to remove all non-common characters before writing. Bon, on s'en fiche. Even contains a single integer value. Ouais, on s'en fiche. On va tester.
En effet. Ça marchera mieux normalement. Ah! Il faudrait peut-être que je return à la fin. Ok, ça a l'air bon, hein. Donc on a fait un Hello World et un alphabet. Donc en gros, on met assez de plus pour arriver au shardcode qui nous intéresse. Et en plus, on boucle. Donc le premier, voilà, il y a beaucoup de plus. Et le deuxième, il y en a un petit peu moins. En fait, on se place au shardcode de A. Et après, pour chacun, on l'affiche, on incrémente, on l'affiche, on incrémente jusqu'à 26. Voilà l'idée. Bon, ça va, il était facile, hein. Mais on verra, il y en a quelques-uns là que j'ai pas encore fait, notamment des 1Q, sur des interpréteurs de langage beaucoup plus complets et beaucoup plus complexes. Donc il faudra les faire tranquillement, continuer à se chauffer un petit peu, et un de ces quatre, je m'y attaquerai, je pense. Donc j'avais dit que celui-là, il était un peu chiant, on va éviter. On va le sauter. Ok, on enchaîne. On va retourner chaque mot dans une chaîne, et ensuite retourner la chaîne. On vire, on trim les white space, les espaces devant derrière. On s'assure qu'il n'y a qu'un espace entre chaque mot. La ponctuation est considérée comme faisant partie du mot. Ok. Donc en gros, ce qu'on nous dit, c'est on veut trimer la chaîne, on veut la splitter avec les espaces, on veut mapper chaque mot avec le reverse du mot. Pour ça, je pense qu'on est obligé de décomposer en caractères, de faire le reverse et de refaire un join. Et on veut join avec un espace. Je pense qu'il nous manque encore un truc qu'il doit falloir filtrer. On va voir. Ça devrait passer les cas de base, là. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Reverse this string, please. Et nous... Eh ben, alors, c'est que j'ai pas compris l'énoncé. C'est un mot sur deux, c'est ça? Tout à fait, c'est un mot sur deux. The other word, c'est un mot sur deux. Donc, c'est facile, hein. W-I... I... modulo... B... I mode 2. On la reverse, et sinon on retourne juste W. Ok, je pense qu'on passe pas le cas global parce que... Ah bah si, ok, bon, on va s'arrêter là. Mais ils veulent qu'un espace entre les mots. En fait, s'il y avait eu plusieurs espaces, du coup on se serait retrouvé avec plusieurs espaces dans notre chaîne à sortie. Et visiblement, ils vérifient pas. On s'en fout. Ça marche. Ok, bah c'est exactement ce qu'on a fait, hein. Ah, j'aime bien cette syntaxe. J'y pense jamais. C'est pas très lisible, mais c'est rigolo. Ok. Donc, snakes and ladders. Ladders. Donc, des échelles et des serpents. Ok, les échelles sont là. Donc, c'est un jeu de plateau qui est considéré comme un classique au niveau mondial. On y joue à partir de 2 joueurs sur des grilles numérotées. Il y a un ensemble d'échelles et de serpents sur le board qui connectent chacun deux carrés spécifiques. Ah oui, c'est vrai. Donc si tu tombes sur la tête du serpent, ça te ramène à sa queue. Si tu tombes en bas de l'échelle, tu peux aller en haut, je crois. Play, die, independently of the game. The dice thrown, c'est dice.
Ouais, c'est ça. Donc c'est pas dice, c'est dice. D'accord, donc en gros, on lance 2 dés. À chaque fois, on avance du nombre de cases marquées sur le dé. Donc on commence en 0-0 ici. Et en plus, il faut savoir dans quel ordre on bouge, je pense, parce qu'on doit... Ouais, c'est ça. You follow the numbers on the board. Si la valeur des 2 dés sont les mêmes, on rejoue. Ok. Il a pas l'air si évident, hein. On va regarder, on va tester, on va regarder comment sont passées les valeurs. Parce qu'en fait, comment on a le board, il n'est pas indiqué, je crois, hein. Je crois qu'il n'est pas indiqué. Donc on peut considérer que ce truc-là, là, c'est complètement à plat. Et donc qu'on a juste un tableau de 1 à 100 ou de 0 à 99 si on veut. J'aurais tendance à faire ça. Et à modéliser les ladders et les snakes à part. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Donc, on va remplacer ça par une classe. Je préfère faire ce genre de choses. On va essayer de faire ça proprement. Normalement, ok. Ah, on doit dire quel joueur arrive à quelle case. Ah. Bon, ça me choque, hein. Je suis désolé, mais je les renomme. On va les appeler Dice 1 et Dice 2, parce que ça n'a aucun sens. Die 1 et Die 2. Donc, this point current player égale... Donc, si les 2 dés sont différents, on va changer de joueur. Ou c'est plutôt... Le next player, c'est 1. Il manque des 10. Next player égale à 1, 2, sinon 1. Il y a un truc qui m'embête là-dedans. Ça, on va le faire à la fin, probablement. Donc, ça va être player de this.nextPlayer. Is on square. Et juste avant, on va faire un const player position égale 38. Je mets n'importe quoi, c'est juste pour tester.
Et à la fin, c'est juste pour être sûr qu'on n'a pas oublié des trucs, genre cette ligne de return. Ok, boucle de feedback courte. Donc player undefined is on square 38. Comment il peut être undefined, sachant qu'on... Ben, parce qu'il manque un O, un constructeur. Ça peut expliquer. Player 1 is on square 38. Donc on a passé la première ligne, pas la seconde. Ok. Donc on a un truc qui marchote. Le problème c'est comment, en faisant 2, il peut arriver à la 38, parce qu'il y a l'échelle. D'accord. Donc il commence en 0. Je pense qu'on va faire 0 ici. On va faire ça. Donc en gros, plutôt que de faire avec des 1 et des 2, on va faire des 0 et des 1. Ici, on va faire next player plus 1. On va commencer à 0. Oui. Et la position des joueurs, pour l'instant, ça sera 0-0. Donc ici, player position, ça sera this.player positions de this.next player. Bon, du coup, on va renommer ce next en current. C'est quand même mieux de faire. C'est n'importe quoi, il manque un égal ici. Ok, on a un truc qui commence à se construire. Isone square 0. Donc ça me plaît. Et avant de faire ça, en fait, est-ce qu'on va le changer? Non, on a la player position ici. Et là, on va prendre ça, là. On va le réaffecter. Donc, ce qu'on veut calculer, c'est ça. Donc, par défaut, j'aurais tendance à dire, on fait player position plus dice 1 plus dice 2. Ça, c'est le cas de base. Donc, on devrait se retrouver en position 2 pour le premier lancer de dés. Pas du tout. Non, parce que là, on y retourne player position. On va appeler ça current position. On va faire un const next position égale tout ça là. Ici, on va y mettre le next position. Ouais, on aurait dû appeler ça new position. Je sais pas, peu importe. Donc là, on devrait être en 2. OK. Et là, on va créer nos snakes et nos ladders. Donc, on va regarder ce magnifique tableau. Donc, je pense que les échelles font monter, que les serpents font descendre. Donc, en gros, on a une map. Ouais, on va faire ça comme ça. Et on va les prendre un par un, et on va dire de quelle case on part et à quelle case on arrive. Ok. Donc, si on part de la case 2, on va arriver à la case 38. D'accord? Si on part de la case 7,
on veut arriver à la 14. Si on part de la case 8, on veut arriver à la 31. Si on part de la 15, on veut arriver à la 26. Si on part de la 16, on veut arriver à la 6. Donc ça, c'est les cas descendants des serpents. On avance, on avance. La 21 nous amène jusqu'à la 42, si je dis pas de bêtises. Ensuite, 22, 23, 24, 26, on redescend pas l'échelle, je ne pense pas. Le 28, par contre, il nous amène bien haut. 84. Bon, je pense qu'on peut les mettre un peu à plat, hein, ces trucs-là. Peut-être on va les mettre par dizaines. C'est plus joli. Donc j'en étais à 28, 28, 29, 30. Par contre, on en a sur le 31. Pas du tout. Le 31, c'est une arrivée d'échelle, donc c'est bon. 33, 34, 35, le 36 qui nous amène à 44. C'est tout pour la ligne des 30, j'ai l'impression. 40, il y a la tête, donc le 46 qui va nous amener en 25. Le 49 et le numéro complémentaire, donc en 11. 49 en 11. Le 51 va nous amener en 67. 51. Je pense que c'est le seul sur cette ligne. On attaque les 60. On a le 62 qui redescend jusqu'en 19. On a le 64 qui redescend jusqu'en 60. C'est tout pour cette ligne. On a bientôt fini. Le 74, il redescend jusqu'en 53. Le 78, il monte jusqu'en 98. Donc, la ligne des 80, on a le 87 qui va en 94. Je pense que c'est tout. Et la ligne des 90, on a le 92 qui revient en 88. Et on a le 95 qui revient en 75. 99 qui revient en 80. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, if snakes and ladders de next position. Du coup, next position égale ça. Donc c'est une erreur de frappe, c'est pas grand chose. C'est un 2 points ici à la place de la virgule. Donc les tests de base passent. Ah, on s'attendait à avoir player 1 sur le 68. Et on lui a retourné 89. Intéressant. Alors, on va relire les règles vite fait. On y est presque là. Donc, il y a deux joueurs qui commencent en position 0. On alterne entre le player 1 et 2. On suit les nombres dans l'ordre 1 à 100. Si la valeur des 2D est la même, il va rejouer. On monte les échelles.
Donc, ouais. Ça, on est d'accord. Descendre les serpents. Donc, les snakes se déplacent. Enfin, vous ramènent en bas. Donc, si vous atterrissez exactement sur la tête, on descend jusqu'à la queue. Même si on a fait un double. Ok. Et il faut exactement atterrir sur la dernière case pour gagner. Ça, on l'a pas géré encore. Donc si vous arrivez trop haut, on rebondit sur la dernière case et on repart en arrière. Si on est sur la case 98 et qu'on lance 5, on va revenir en 97. Donc il nous reste cette règle à implémenter, hein, clairement. Donc, les cas qui nous restent. If next position égale 100, on va retourner ça. Player machin wins. Ils ont mis un W majuscule, si je dis pas de bêtises. Et on a le cas. On va le gérer avant celui-là. Avant les échelles, je pense. Donc ça va faire 100 moins une exposition moins 100. C'est faux. Donc ça fait 200 moins une exposition. Je crois. Si on prend leur exemple, ça fait qu'on était à 98 plus 5, ça fait 103. Et on revient en 97, ça, ça me paraît pas mal. Je pense qu'on est OK. Donc ça résout toujours pas notre problème de celui-là, là. On va essayer d'afficher, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de... Ouais. Ça refait beaucoup. Ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, mon problème, hein. On va vérifier. Donc nous, on retourne 68. On s'attend à avoir 89. Est-ce que c'est pas juste que j'ai raté une échelle ou un truc? 68 et 89. On l'a pas, lui, le 89. Pourquoi on a que le 87? C'est juste un oubli, je pense. Le 89 devrait retourner 68. Donc c'est... Ah. 91, 71. Est-ce qu'on en a oublié encore une? 71 qui monte en 91. Ouais, mais j'en ai oublié plein, c'est fou. Il nous reste encore quelque chose. Alors, la partie va beaucoup plus loin. Should return game over. What? Comment on peut avoir un game over? Ah. Ok.
if this.one return game over. On n'avait pas tout lu, ça va. On avait lu un peu en diagonale. Ok, et par contre, s'il y en a un qui gagne, ça on va l'enlever. Ok, donc là on a tout qui marche. Est-ce qu'on veut remettre un peu proprement en forme? Donc on a la position courante, on calcule la suivante. On vérifie s'il gagne. Donc tout ça c'est le calcul de positionnement. Donc on vérifie d'abord si c'est pas déjà fini. Ensuite on déplace le joueur. On vérifie s'il a gagné. Et si jamais on construit le message à retourner. Ça me paraît pas fou furieux quand même ce qu'on fait. Ça va. Bon, je pense qu'ils ont fait grosso modo. On détecte s'il a gagné, on calcule le déplacement normal, on vérifie les win conditions, le bounce back. Atterrit sur un serpent ou une échelle. C'est pas bête de le faire après ça. C'est pas bête. Moi, je le fais après aussi, mais c'est pas bête de le faire comme ça. Ok, bon, ben on a à peu près la même chose hein, dans l'idée. Ok. C'est cohérent. Lui, il s'est embêté, il a fait les deux différemment. Ok, ok, bon, ça se ressemble, hein. Un peu toutes les solutions, c'est logique. 5Q, ça va être un peu short, on va peut-être faire un 6. Alors, chaque point d'exclamation pèse 2. Chaque point d'interrogation pèse 3. On doit équilibrer deux chaînes, gauche et droite. Ah non, on les met sur la balance, on les équilibre pas, pardon. Et est-ce qu'elles font le même poids? Si le côté gauche est plus lourd, on retourne left. Si le côté droit est plus lourd, on retourne right. Et sinon, on retourne balance. Ça a l'air assez facile. Je vais faire une méthode wait qui prend un string et qui va me retourner. Donc je split la string, je vais la réduire avec un accumulateur et un pour chaque caractère. Et je vais retourner A plus C égale exclamation 2, sinon 3. C'est faux. On va partir du principe qu'il n'y aura que des points d'exclamation et des points d'interrogation. On verra si c'est le cas ou pas. Et du coup, pour faire une somme, on veut un cas de base qui est 0. On va return. On va plutôt calculer le weight de left. Je ne vais plus écrire de bon matin. On va faire pareil avec le right. Faire comme ça, ce sera plus joli. If L strictement supérieur à R, on va return left. If L strictement plus petit que R, on va return right. Et ici, on va return balance. Ouais, un peu facile. Hein, pour du CQ. J'aurais mis un 7, celui-là, facile. Ok, ben, on a évité la duplication, mais on a fait la même chose. Hein. Est-ce qu'on en a un petit dernier en 6 qui traîne?
Waouh, alors on se fait un petit 5. Allez, soyons fous. Un SQL là? Un SQL, soyons fous. Ok, il y a une table d'événements qui est utilisée pour tenir compte de différentes activités sur un site web. Donc on doit filtrer les champs non pour ne montrer que les événements trained. Ils devraient être groupés par day. Et on devrait calculer le count. Le champ de description est utilisé pour distinguer sur quels items se sont passés les events. C'est bizarre, on va voir. On va regarder à quoi ressemble la table. Ce qu'on veut. Donc ça, c'est notre table d'events. Donc ça va être from events. On veut quoi? Expected result. D'accord. Donc, ce qu'on veut, nous, on veut du day, on veut du description, on veut du count. Ok? On a une date. La description, on va juste reprendre bêtement la description, je pense. Je suppose, on va voir. Et le name, on s'en fout. Ouais, c'est bizarre le coup de la description, mais... On va les grouper par day, c'est ça. Ça va être un count de étoiles, je suppose. Un count. Donc, ce qui m'embête, c'est ce created at. C'est lui qui va m'embêter le plus. Comment on groupe par day? C'est quoi qu'ils appellent group by day? Du coup, c'est la partie jour de la date. On peut déjà essayer ça, en fait. Qu'est-ce qu'on retourne, nous? Pardon? Comment on peut ne rien retourner, nous? On a une erreur dans notre syntaxe. Colon events.description must appear in the group by clause or be used in an aggregate function. Ok, donc ce qui m'embête, c'est ce champ de description là. On va le rajouter à la clause de group by pour voir. Alors, effectivement, le day, on a trop de choses dedans. Et la description, c'est pas trop mal. Peut-être qu'on peut grouper avec ça. Maintenant, il faut juste être capable de récupérer la date. Je veux pas le day of week, moi, je veux vraiment... On veut un date part, en fait, mais...
Non, les fonctions datetime, est-ce qu'on a un truc? On veut un truc comme ça, en fait. Comment on peut récupérer juste ça, en fait? Parce que là, on a les heures. Donc, age, current date, peut-être? Non, ça va être l'heure courante. On a date port avec les subfields, mais ça me paraît un peu costaud. Ça, c'est pas trop mal. Date trunk. Est-ce qu'on peut faire un date trunk field? Non, day source. Date trunk. Date source. On peut essayer ça. Ça a pas l'air fou. Ça a pas l'air foufou. Alors, ça a pas l'air fou. Oui et non, ça enlève bien la partie droite, hein, j'ai l'impression. Ouais, il cut la partie droite, mais c'est pas exactement ça qu'on veut. C'est justement le time of day qu'on veut virer. Euh, C'est un peu ça qu'on veut, mais... Est-ce qu'on peut faire ça, là, le date timestamp? Au lieu de faire notre date trunk, là, est-ce qu'on peut juste faire un truc comme ça? C'est pas mal, ça. On le convertit en timestamp, puis en date. Est-ce qu'on peut le faire avec day? Je crois pas, hein. Il va me dire qu'il connaît pas ça. Et si? Peut-être juste un problème d'ordre, hein. Donc 6-18 en Ruby, on en a 3. 6-18 en Ruby. Est-ce qu'on l'a le 6-18? Ils sont triés par date en fait, hein. On va tenter un truc comme ça. Donc là, je les ai bien triés par date. C'est pas trop mal, mais j'ai pas le bon calcul. C'est fou. J'ai pas le bon nombre de JavaScript, le bon nombre de Python, etc. Il n'y a pas un filtre à faire que j'aurais oublié? Ah, il y a une table d'événements utilisée pour traquer différents types d'activités sur un site web. On doit filtrer les noms pour seulement afficher les trained events. Les trained events. Est-ce que c'est juste ça qui nous manque?
sais jamais s'il faut des where ou des having. Je pense que ça doit se mettre avant. Ici, en fait, probablement. Je pense que du coup, c'est un having. C'est avant le groupe buy? Ouais, c'est ça. Ok, ben là, on y est normalement. Donc, ça, on a converti en fait notre created at, on le convertit en timestamp et on prend que la partie date, ce qui nous donne cette version-là sans le suffixe. On récupère la description, on fait un compte du nombre d'éléments qui matchent le couple day description, parce qu'on fait un groupe by, on trie, et on est bon. On va s'arrêter là, on aura bien avancé, on aura fait quelques petits CQ, 5Q. Ça va, on a été productif ce matin, c'est chouette. Ah, il y avait mieux. On pouvait directement convertir en date. C'est bon à savoir. Le groupe by 1-2, je l'utilise pas souvent, j'avoue. Mais ça serait peut-être pas idiot que je me mette à le faire. Donc par 1-2, ça veut dire par created at et par description. Les deux premiers de mon select. Ok, ok. Donc des petits moyens de s'améliorer un petit peu. Ok, mais parfait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais attaquer le boulot, moi. Merci d'avoir suivi. À très bientôt.